Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le groupe Standard Chartered Bank veut développer ses activités en Côte d'Ivoire. Le directeur général de ce groupe est à Abidjan. Bill Winter a eu une rencontre d'échange sur la question avec le président de la République, Alassane Ouattara. Hier mardi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra Souba, a entrepris une visite au sein de 3 entreprises sous tutelle. Il est allé se rendre compte du fonctionnement justement de ces entreprises. Et puis, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé une rencontre sur l'élaboration d'une feuille de route portant sur la réduction du soufre dans le carburant servi en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé. Les détails dans quelques instants dans cette édition avec Adrienne Grasse-Cambo. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé lundi avec le directeur général de la Standard Chartered Bank, Bill Winter. Au menu de leur rencontre, le développement des activités de ce groupe en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. La Standard Chartered Bank veut se repositionner en Côte d'Ivoire et saisir des opportunités d'affaires. Le directeur général du groupe, Bill Winters, qui effectue depuis lundi sa première visite officielle en terre ivoirienne, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, son vaste programme d'investissement pour la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec le chef de l'État et les ministres concernés du succès de l'économie ivoirienne, également des opportunités dans le domaine des infrastructures et dans les domaines du financement structuré. Nous avons également parlé de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis plus de 17 ans et où nous avons récemment investi dans le domaine de la banque digitale, facteur d'inclusion financière. Rappelons qu'en mars 2018, ce groupe a lancé la première banque entièrement digitale au sein de sa filiale en Côte d'Ivoire avec 70 services bancaires, notamment l'ouverture de comptes entièrement numériques à l'aide de l'application SC Mobile. À Ouattouré, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui a pris part lundi à la réception organisée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire à l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Viviane Haïm. La célébration ce lundi 1er octobre, ici à Abidjan, du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine était placée aussi sous le signe du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Des relations qui se sont intensifiées au cours des années pour atteindre sous la gouvernance aujourd'hui des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara un niveau jamais égalé auparavant. Cette amitié s'est éloquemment traduite ce lundi par la présence à cette célébration de la fête nationale de la République populaire de Chine du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs ministres et membres du cabinet présidentiel. On notait aussi la présence de nombreux invités, membres du corps diplomatique, jeunes étudiants, cadres de l'administration et des divers secteurs d'activité, une affluence qui démontre l'intérêt croissant et l'estime de la population ivoirienne pour la puissante Chine. Une projection filmée des grands moments de la récente visite d'État du chef de l'État ivoirien en Chine, la première d'un chef d'État ivoirien dans ce pays ami, a été projetée. L'ambassadeur Tang Weibin, dans un important message, a émis le vœu d'un partenariat fort Chine-Côte d'Ivoire dans tous les domaines.
Nous continuerons à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de se développer pour devenir un pays émergent, pour construire une communauté de destin Chine-Côte d'Ivoire marquée par le soutien politique mutuel, la coopération économique gagnant-gagnant et le rapprochement de cœur des Chinois et Ivoiriens dans les échanges culturels et humains. Le rapprochement de cœur entre Chinois et Ivoiriens, on peut le dire, est déjà amorcé. Une chorale de jeunes Ivoiriens a bercé l'assistance de chants en langue chinoise. Quant au groupe artistique Soteka, il a gratifié de nombreuses danses du riche patrimoine traditionnel ivoirien. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, livrant ses sentiments, s'est dit heureux du rapprochement entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de réalisations que la République populaire de Chine a faites en Côte d'Ivoire. C'est qui existe déjà comme le Palais de la Culture, comme l'autoroute de Grand Bassam, comme l'eau venant de Beaunois, le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont donc été faites. Et il y a de nouvelles choses qui viennent, notamment le 4e pont. Et nous avons l'aéroport d'Abidjan. Vous savez, cette coopération se densifie. Et le fait qu'il y ait le dossier, la ceinture, la route, c'est-à-dire en fait, la Chine prend de plus en compte un des éléments qui intéressent particulièrement l'Afrique, qui sont le problème des infrastructures. Parce que l'un des éléments du sous-développement, c'est le manque d'infrastructures. Et la BAD a montré qu'il faut à peu près 100 milliards d'investissements au niveau des infrastructures en Afrique pour permettre à l'Afrique de rattraper. Or, on ne finance actuellement que 50 milliards. Le dossier dont a parlé le président de la République à son retour, les 100 milliards de dollars que la Chine veut investir sur les 3 ans, 20 milliards par an, vont permettre de densifier les infrastructures en Afrique. C'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a été invité à couper avec l'ambassadeur Tang Webin le gâteau d'anniversaire aux couleurs des drapeaux chinois et ivoiriens, ouvrant ainsi le gigantesque buffet garni de mets chinois. Dans le cadre de sa 4e mission d'évaluation du programme économique et financier, une mission du FMI avec à sa tête l'administrateur du FMI Daouda Sembène en séjour en Côte d'Ivoire. Hier mardi, la délégation est allée rencontrer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature. Les échanges ont porté sur le cadrage macroéconomique et budgétaire, l'équilibre financier dans le secteur de l'énergie, la mobilisation des ressources pour maintenir la dynamique de croissance de la Côte d'Ivoire. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Montano, ont une séance de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique. C'était en marge des travaux de la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont fait le point de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Michel Digré. C'est la toute première fois que les deux hommes se rencontrent depuis la nomination de Mike Pompeo au poste de secrétariat d'État américain. La séance de travail a permis de faire le point des relations de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a toujours entretenu avec les États-Unis d'Amérique une relation privilégiée, une relation ancienne, une relation de qualité, que nous avons vu ces dernières années, les progrès qu'ont accompli les relations commerciales entre nos deux pays, que nous nous en réjouissons, mais que la vision du président de la République était de moderniser notre économie par son industrialisation et notamment par la transformation sur place en Côte d'Ivoire des produits du cru, notamment le cacao dont nous sommes le premier producteur mondial. Le ministre Marcela Montano a décrit à son homologue américain les performances de l'économie ivoirienne. Une porte d'entrée importante sur le marché africain et sous-régional. C'est pourquoi le ministre Marcela Montano souhaite que la Côte d'Ivoire soit un partenaire de choix dans la politique africaine des États-Unis. Avec l'arrivée de l'administration Trump, nous avons peu de lisibilité sur la politique africaine des États-Unis, en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Donc j'ai souhaité avoir cet entretien avec mon homologue pour savoir un peu quelles étaient les intentions des États-Unis d'Amérique en Afrique. Et il m'a assuré que les États-Unis d'Amérique tenaient à garder
son rang dans ses relations avec le continent et que la Côte d'Ivoire était considérée comme un partenaire privilégié dans cette politique de l'administration Trump sur le continent africain et en Afrique de l'Ouest. Marcela Montano a enfin soumis une préoccupation au chef de la diplomatie américaine. Lui a fait également remarquer qu'il serait intéressant que très rapidement un ambassadeur des États-Unis d'Amérique soit nommé en Côte d'Ivoire. Il m'a assuré que le processus était en cours et que très rapidement un ambassadeur serait nommé en Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, hier mardi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a entrepris une visite au sein de 3 entreprises sous tutelle. Il est allé justement se rendre compte du fonctionnement de ces entreprises. Ahmed Traoré et Justine Seydjike. La Société ivoirienne de technologie tropicale, le Centre de démonstration et de promotion technologique, Côte d'Ivoire, Ingénierie, 3 entreprises d'État visitées par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME pour s'imprégner des difficultés rencontrées par ces entreprises et éventuellement apprécier leurs atouts. Dans la réflexion stratégique que nous sommes en train de faire, c'est que seules les ressources de l'État ne peuvent suffire. Il faut trouver d'autres mécanismes pour mettre ces entités à niveau pour qu'elles-mêmes puissent générer des ressources par rapport au marché et par rapport au secteur privé. Ça sera la mise à niveau au niveau structurel, au niveau financier de la structure pour que les indicateurs financiers soient respectés. Parce que dès lors que les indicateurs financiers sont respectés et que ces entités-là ont effectivement des marchés, les banques seront à même de pouvoir les financer. Le ministre entend poursuivre ses visites et multiplier ses efforts pour le développement de ces entreprises qui, selon lui, sont pourvoyeuses d'emplois. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation pour le respect du règlement 14 dans le district d'Abidjan. Ce dispositif réglementaire adopté par tous les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vise à lutter contre l'extrême surcharge des véhicules poids lourds sur nos routes. Lansine Bakayeko. Tout le monde en convient, la dégradation rapide des routes est essentiellement due aux gros camions de transport qui ne respectent pas la limitation du poids sur les différents corridors. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus sur nos routes, les camions chargeaient plus que la normale. Un véhicule de 20 tonnes charge en moyenne 60 tonnes. Un véhicule de 40 tonnes charge en moyenne 80 tonnes. Et les retombées négatives sur les infrastructures routières font que la vie des véhicules et la vie des équipages sont en jeu. Les conséquences de ces surcharges à l'essieu sont incalculables pour la sous-région. En Côte d'Ivoire, par exemple, les gros camions sont responsables de 50% des dégradations de routes. Globalement, les pertes liées à ces dégradations de chaussées sont estimées à 30 milliards de francs CFA par an pour la Côte d'Ivoire. Il est donc devenu urgent d'arrêter ces engins, surtout que les institutions bilatérales telles que l'Union européenne envisagent de lier leur financement à l'application effective du règlement 14. Le Haut Conseil est conscient, la bataille ne fait que commencer. C'est une épreuve de longue haleine, nous allons nous y atteler parce que les sanctions prévues en cas d'infraction seront impardonnables. Et en tant que transporteur d'Afrique de l'Ouest, nous allons tout faire pour arriver à ça parce qu'aujourd'hui, la question de l'atteinte de la compétitivité et de la rentabilité de nos entreprises est en jeu. Bonne nouvelle, de nombreux conducteurs qui ressentent de plus en plus les effets néfastes du dépassement du poids réglementaire se disent disposés à appliquer le dispositif. Nous-mêmes, les chauffeurs, on est fatigués. Nous, on prend les camions ici, on charge ici, le chargement est trop, bon, c'est trop volumineux, c'est lourd. D'ici, on va arriver à notre destination, on a tous les problèmes. Après Vridi, dans la commune de Port-Boué, c'est la commune d'Atekoubé qui a reçu la caravane de sensibilisation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport en Côte d'Ivoire. Autre titre de cette édition, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé une rencontre sur l'élaboration d'une feuille de route portant sur la réduction du soufre dans les carburants servis en Côte d'Ivoire. Le soufre, il faut le rappeler, est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé. Plus de détails avec Adrienne Grascando. Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement.
La norme exigée est de 50 parts par million au lieu de 3500 parts par million. Pour atteindre cet objectif, une rencontre entre des experts ivoiriens de la question s'est tenue en vue d'élaborer une feuille de route et un document de plaidoyer pour la réduction du soufre dans les carburants. C'est la mise en place de la stratégie nationale de réduction du soufre dans les carburants. Cette stratégie repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation de tous les acteurs. Le second axe, c'est la technologie à mettre en place pour aller à un carburant propre. Et enfin, le dernier axe, c'est les problèmes financiers qu'il faudrait rechercher pour équiper notre raffinerie pour qu'elle produise un carburant dit propre. L'atelier va permettre d'identifier les problèmes et les solutions à apporter. À un moment donné, ça a été le cas pour l'essence. On a réussi à résoudre le problème de l'essence. Aujourd'hui que le problème se pose au niveau du gasoil, prendre le problème à bras le corps et de le résoudre. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État doit décaisser entre 250 et 300 milliards d'ici à 2025 pour avoir une raffinerie qui répond aux normes. L'Organisation panafricaine sur les semences Africacide organise depuis lundi et ce jusqu'à demain, jeudi 4 octobre, ici à Abidjan, une rencontre internationale des experts du secteur semencier pour élaborer un plan d'action 2018-2021 pour aborder les défis du développement du secteur semencier en Afrique. On en parle avec Nadia Edia et Jean-Jacques Kwameala. La sémence, ressource indispensable à toute production agricole, constitue un facteur clé pour arriver à la sécurité alimentaire en Afrique. Mais dans la majorité des pays comme la Côte d'Ivoire, le secteur reste confronté à de nombreux défis. Le secteur sémencier, c'est un secteur très complexe. Une caractéristique du secteur sémencier en Afrique, c'est la diversité des initiatives. Chacun vient et fait sa sémence. Il y a aussi la diversité des cultures, la diversité des types de production. Mais on se rend compte que ça ne mène nulle part. Il s'agit de se mettre ensemble. Il faut qu'il y ait une politique cohérente derrière qui gère ce secteur. Durant 3 jours à Abidjan, 25 experts du secteur sémencier planchent sur la question. 9 points sont à l'ordre des discussions, entre autres, le développement du secteur des semences dans les zones fragiles, l'opérationnalisation d'une assurance en qualité efficace des semences et la création de la demande pour des variétés des semences améliorées. En fait, le problème pour le secteur semencier, il manque une coordination et il manque de connaissances comment bien utiliser les ressources disponibles pour le développement d'un secteur semencier qui sert réellement les intérêts des petits producteurs. Donc ensemble, on va élaborer les questions importantes pour le développement du secteur semencier en Afrique et dessiner les projets de recherche pour mieux comprendre ce qui marche dans le secteur semencier. Au terme de cette rencontre, il sera défini un plan d'action du secteur sémencier du continent africain, période 2018-2021. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro a abrité la 9e édition du Forum sur la normalisation des télécommunications. Cette rencontre organisée par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire et ses partenaires, a permis d'élaborer un plan national de télécommunications d'urgence pour la prévention et la gestion des catastrophes en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi, Godefroy, Okambawa. Une meilleure gestion des catastrophes en Côte d'Ivoire, c'est le pari de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, l'ARTCI. L'organe de régulation fait le constat que la vulgarisation des télécommunications TIC ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives intéressantes et confère aussi au réseau de communication électronique une importance capitale dans la préservation et la gestion des catastrophes. Durant 3 jours, experts, spécialistes et représentants des maisons de téléphonie ont donc planché à Yamoussoukro sur la question des risques naturels. La rencontre vise à mettre en place un plan national des télécommunications TIC pour la gestion des situations d'urgence en Côte d'Ivoire. L'initiative est saluée par la tutelle. Les télécommunications TIC apparaissent incontournables. Nul ne peut leur dénier leur rôle prépondérant dans l'organisation
et la coordination des secours. La bonne pénétration des TIC au sein des populations doit certainement constituer un atout. Le projet de plan national de télécommunications d'urgence propose des stratégies concrètes pour définir comment les technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer au plan OSEC 4 et la gestion des risques et catastrophes en Côte d'Ivoire. Ce 9e forum a été consacré à la normalisation des télécommunications TIC. Il a eu pour thème cadre normatif pour la gestion des télécommunications d'urgence. La normalisation est le pilier sur lequel repose la société de l'information. Voilà. Donc c'est grâce à la normalisation qu'on peut développer des services de qualité, sécurisés et surtout à moins de coûts au profit des populations. Les participants à cette rencontre de Yamoussoukro sont convaincus que ces réflexions apporteront une réponse adéquate à la question de la gestion des risques naturels. Des professionnels de la santé venus de 18 pays d'Afrique francophone sont réunis à Grand-Bassam pour trouver des solutions aux problématiques de la transfusion sanguine en Afrique. Leur objectif est d'améliorer la sécurité transfusionnelle infectieuse en Afrique. Sephora Zegui Pengene, Adrienne Grascando. Malgré une politique volontariste et un réseau de banques de sang assez important, quelques pays d'Afrique subsaharienne continuent de souffrir d'une pénurie de produits sanguins. Aussi, les différentes étapes du protocole édité par l'OMS pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins ne sont pas toujours respectées dans certains pays. Les principales difficultés que nous rencontrons, c'est notamment les difficultés d'approvisionnement en produits sanguins, donc l'insuffisance de donneurs de sang. La majorité des donneurs que nous enregistrons dans nos centres de transfusion sont des donneurs de famille, des donneurs familiaux. Et c'est une grande entrave à la sécurité transfusionnelle dans la mesure où des études ont montré, maintenant de moins en moins, que ces donneurs pouvaient être les plus à risque d'infection transmissible via la transfusion. La sécurité transfusionnelle infectieuse, une préoccupation donc pour 18 pays d'Afrique subsaharienne, d'Europe et d'Asie. Ces professionnels de la santé, réunis au sein du réseau africain francophone de la transfusion sanguine, vont tenter de répondre aux problématiques de la transfusion sanguine en Afrique. Notre ambition, en organisant cette rencontre, est de mettre au cœur de nos préoccupations la réflexion sans cesse croissante sur le dispositif de la sécurité transfusionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des moyens visant à éliminer ou à réduire les risques infectieux liés à la transfusion sanguine. La transfusion sanguine, qui est au centre de notre rencontre de ce matin, est une thérapeutique universellement reconnue, dont la pratique exige le respect de règles strictes de sécurité sans lesquelles elle peut être cause de complications graves pour le malade. Je me réjouis de ce que le gouvernement ivoirien fait de grands efforts dans ce domaine, en raison des investissements réalisés au cours de ces dernières années. Conférences en plénière, tables rondes et travaux en commission sont entre autres les activités qui vont meubler ces jours d'échange d'expériences. Toujours en santé, l'organisation non gouvernementale Sud-Afrique s'investit dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. L'idée est de faire prendre conscience aux femmes issues des couches défavorisées sur les dangers de cette maladie. Une opération de dépistage gratuit a été organisée à leur endroit au CHU de Yopougon. Vénance Emmanuel. Les chiffres sont parlants. Sur 1601 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus détectés chaque année en Côte d'Ivoire, on observe un taux de décès de 80% lors de la première année de diagnostic. Le pic de diagnostic de la maladie se situe à 45 ans. L'ONG Sœurs d'Afrique est en campagne de sensibilisation sur les dangers que la population cible court en ne se faisant pas dépister tôt. C'est un mal aujourd'hui qui fait ravage entre nous les femmes, mais on ne sait pas. Et bon, du coup, tu es là, tu as ce mal-là, tu ne sais pas, tu traînes ça des années en années, tu ne sais pas. Et un coup comme ça, tu fais la maladie. Les adhérents de nos ONG sont des femmes qui vendent dans les marchés, des commerçantes. Voilà, donc beaucoup ne sont pas allées à l'école, donc voilà, il faut poser des actes qui peuvent leur permettre de mieux comprendre les différents projets qui sont initiés par l'État, le ministère de la Santé. Dépistage de cancer de col de l'utérus, mais aussi un don de sang pour sauver des vies. Par ce don de sang, on peut détecter beaucoup de maladies. Que nos sœurs viennent donner leur sang pour elles-mêmes leur santé et pour sauver aussi d'autres vies. C'est beau
de faire ces examens chaque année pour une femme normale, que ce soit le cancer des col de l'utérus, que ce soit le don de sang, que ce soit la mammographie, tout ça là, chaque femme doit penser à ça. Il y ressort que le cancer du col de l'utérus touche près de 1,4 million de femmes dans le monde. Chaque année, ce sont 528 000 nouveaux cas qui sont déclarés sur la planète. Nous allons rester en santé où l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population a offert des kits pour des activités génératrices de revenus à 11 femmes guéries de la fistule après une formation de 4 jours en comptabilité et simplifiée. Et c'était à Bouaké, Djeneba Ouattara, Sorokoroda. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de fistules obstétricales chaque année. Une maladie qui se caractérise par une perte involontaire d'urine. Elle intervient généralement après un accouchement difficile effectué sans assistance médicale. Les femmes atteintes de cette pathologie sont souvent rejetées par la société et vivent dans la réclusion et la misère. À Bouaké, 11 femmes exporteuses de fistules ont reçu des kits de réinsertion socio-économique en vue de leur autonomisation, dont de l'AIBF en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. L'action bénéficie du soutien financier de l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. Lorsqu'elles sont guéries, il faut qu'elles retrouvent leur dignité sociale, économique et financière. C'est pour ça que nous accompagnons par une activité génératrice de revenus. Ça va nous permettre vraiment de revivre, parce qu'on avait ce découragement-là qui pesait sur nous. Et aujourd'hui, on a eu un nouveau départ. Donc, on a atteint les visions que nous avons nourries peut-être avec des espoirs, mais aujourd'hui, on a quelque chose qui nous dit que cette vision-là va se réaliser. Les autorités locales encouragent l'initiative et invitent les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Les femmes ont été également exhortées à fréquenter les centres de santé dès les premiers mois de la grossesse pour éviter la terrible maladie. Il faut que nous arrivions à sensibiliser nos mères, nos sœurs, pour qu'elles viennent dès qu'elles ne voient pas leurs règles, qu'elles viennent à l'hôpital pour qu'elles puissent bénéficier de ce suivi-là qui est gratuit. Depuis 2012, plus de 1500 femmes porteuses de fistules ont été prises en charge. Autre information, la police d'Anyama a mis la main sur 2 agents d'une station d'essence qui voulaient garder la recette par devers eux en simulant un braquage. Mais leur histoire a été mal ficelée. Ils sont actuellement aux mains de la justice. Revenons sur cette parodie de braquage avec Pierre Dipomela et Adrienne Grascando. Un simulacre de braquage d'une station d'essence déjoué par le commissariat de police d'Anyama. Mercredi 26 septembre, il est 8 h, 2 responsables d'une station d'essence se font passer pour des victimes d'un braquage qui porte sur plus de 5 millions de francs CFA. Nous avons été intrigués par le fait que les portes ont été fracturées, mais le coffre-fort n'a pas été défoncé, il a été simplement ouvert. Et les investigations nous ont permis de découvrir l'arme bien rangée contre le mur de la clôture. La supercherie est vite découverte et les 2 fausseurs passent à table. La somme volée est récupérée par la police et rendue à la victime. Nous sommes le plus souvent saisis de ce genre de situation. Et malheureusement, comme nous le disions tout à l'heure, c'est le fait soit des employés de l'entreprise victime, ou alors c'est des coups montés de toutes pièces par les agents. L'autobraquage, cette nouvelle trouvaille des malfrats, est bien connue des services de police qui en appellent d'ailleurs à la vigilance de la population. Et cette information pour terminer cette édition, la première dame des États-Unis d'Amérique, Melania Trump, est arrivée hier mardi à Accra où elle a entamé sa première tournée en Afrique en commençant par la visite d'un hôpital pour enfants dans la capitale ghanéenne. Ce voyage est décrit par son entourage comme étant une visite diplomatique et humanitaire. Madame Trump est arrivée à Accra en milieu de matinée. Voilà, Hugues Hervé Blé a supervisé cette édition. Merci aux techniciens et à la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, bien sûr, sur RTI.